Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, lorsque je travaillais sur un de mes projets dans l'intelligence artificielle, il m'est apparu et essentiel de vous partager, on va dire, cette réflexion qui m'est très profonde concernant le fait que pourquoi est-ce que quand on regarde à l'échelle mondiale, les États-Unis, la Chine, la France, disons, les 10 premières puissances mondiales, je me rends compte tout particulièrement que la France est en train de perdre la bataille de l'intelligence artificielle. Et donc, j'aimerais partager mon point de vue ici avec vous sur cette réflexion et vous montrer à quel point la situation est plus grave que ce que je pensais au départ. Déjà, pour celles et ceux qui me découvrent sur cette chaîne, sachez que je suis ingénieur informatique, architecte de solutions, expert en intelligence artificielle, notamment sur la mise en place d'architecture de solutions dites vraiment intelligentes. Par exemple, ça peut être comment intégrer un LLM, un grand modèle de langage, à une solution plus globale en entreprise, un SI, et surtout bien sûr, comment adresser bien la problématique et l'usage de l'IA dans un besoin bien précis. Il ne suffit pas simplement parce que comme il y a des soi-disant experts là d'ailleurs dans l'IA aujourd'hui parce que c'est devenu un mot qui fait du buzz, il y a des experts là qui vous vendent des formations à la con qui ne répondent en rien, en aucun cas à ce que l'IA vraiment est dans sa propre définition. Donc avec moi, si vous me suivez sur cette chaîne et que vous aimez ce genre de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à mettre en commentaire vos avis dans les vidéos que j'aurai l'occasion d'en faire lorsque j'aurai du temps. Bien évidemment, je suis pas un YouTuber et là, bon, je travaille sur un projet actuellement et l'idée m'est venue de faire cette vidéo actuellement sur le fait de vous dire que pourquoi je pense que la France a déjà perdu la bataille de l'intelligence artificielle. Donc, commençons le sujet justement de cette réflexion, si elle est improvisée, bien évidemment, puisque ce n'était pas prévu. Et je me suis dit que quand on regarde vraiment la situation en France, c'est que, au final, la France est nulle en intelligence artificielle. Je sais, vous allez me parler de Mistral. Bon, bref, j'ai déjà quand même donné un aperçu de ce que je pense là-dessus. Mais si je dois peut-être structurer mon propos, je dirais que aujourd'hui, en fait, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est le pétrole du 21e siècle. Et la France, en fait, quand on regarde bien, elle préfère pédaler sur une trottinette sans batterie. D'accord? Et dans ce nouveau crash test, en fait, géopolitique, aujourd'hui, on démontre, en fait, qu'il y a une forme de ce que je constate, une forme de non-stratégie plutôt, cette fois-ci, de non-stratégie française dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas glorieux. Pourquoi? Parce que, en fait, de tout ce qui est dit, c'est simplement des effets d'annonce. C'est de l'ambition, mais sur le papier. Tout cela s'arrête que sur le papier. Je sais, bon, bien sûr, la France, quand même, c'est pays des Lumières, des mathématiciens de génie, Blaise Pascal, et bon, bref, vous savez déjà, on va pas tous les citer, des chercheurs brillants. Mais pourquoi on se fait rouler dans la farine par les États-Unis, la Chine, et maintenant même l'Arabie Saoudite, l'Inde également? En 2018, Macron annonçait fièrement 1,5 milliard d'euros pour l'IA. Waouh, on s'est dit, attends, c'est quelque chose de glorieux quand même. 1,5 milliard quand même de financement dans l'IA. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand vous regardez véritablement ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc là, c'était en 2018. Et à peine 400 millions d'euros ont été vraiment levés pour la recherche. Et 400 millions d'euros à peu près, c'est moins que le budget marketing de Meta, Facebook à l'époque, pour ces stories à la con, les stories moches, les stories de 30 secondes que vous avez même sur TikTok, etc. Donc on voit bien que sur les 1,5 milliard d'euros qui ont été promus, enfin promesses, 400 millions d'euros à peu près ont été levés, mais ça ne représente rien du tout par rapport, par exemple, aux géants comme Meta, uniquement sur la partie budget marketing ou quand même un budget beaucoup plus conséquent que ça. Donc voilà par exemple des exemples très probants, hein, chiffrés qui me montrent que je vous invite d'aller faire vos recherches. Je dis toujours, faites vos propres recherches, vérifiez ce que je dis pour celles et ceux qui ne voudraient pas me croire en première instance et vous verrez que j'ai raison. Et
Pendant que les autres, en fait, bâtissent des géants. Donc, aux États-Unis, par exemple, OpenAI, Claude chez Anthropic, ou DeepMind, Google, etc. La France distribue, en fait, des subventions à des PME paumées ou des projets PowerPoint validés par 3 commissions ou 5 commissions dont on ne sait pas très bien où cela se situe, en passant par des McKinsey, des cabinets de conseil un peu obscurs. C'est quand même quelque chose de choquant que je trouve. Bon, pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que il y a matière à dire là-dessus. Et aussi, ce qui est en France, tout particulièrement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'usine à gaz. L'usine à gaz à la française, c'est quoi? C'est que l'État français adore deux choses. Créer des comités et parler en rond, parler en boucle, en fait, quotidiennement. On a des plans, des feuilles de route, des rapports commandés à des consultants, comme je vous disais, McKinsey, Capgemini, Accenture. Tous ces grands cabinets, je suis passé par là, j'ai vu de l'intérieur ce qui se passait. D'accord? Je suis pas en train de vous parler avec un point de vue externe, avec un point de vue de quelqu'un qui n'a pas été sur le terrain. Donc, vous avez des PowerPoint qui sont produits pour, allez, peut-être 2 ou 3 PowerPoint, payés à 30 000 euros pour dire, en fait, que l'IA, c'est important. Mais si, McKinsey. C'est pas uniquement le procès de McKinsey en soi, mais vous avez bien compris, c'est représentatif quand même de la délégation vis-à-vis des cabinets de grands conseils. D'accord? Et puis, on a créé des institutions, le CNRS, l'INRIA, l'ANER, et tout le reste, BPI, les hubs, France, IA, tout ce que vous voyez là. Tout ça, c'est du millefeuille technocratique, où plus personne ne comprend qui fait quoi. C'est bien sûr que ça fait beau, ça fait joli sur le papier. Ça donne, entre guillemets, de l'espoir, une certaine estime, une certaine admiration de l'ego, etc., une valorisation. Mais en soi, il n'y a personne en fait qui comprend réellement qui fait quoi, quelle est la stratégie, quelle est la feuille de route. Non. Pendant ce temps-là, en fait, vous avez aussi la moitié des chercheurs IA qui partent à l'étranger pour bosser chez Google, chez DeepMind, chez OpenAI, chez Meta, parce qu'ils en ont marre en fait de galérer pour obtenir un budget de 10 000 euros par exemple pour acheter du matériel informatique, ne serait-ce qu'un Nvidia, un GPU par exemple chez Nvidia. Donc ça c'est vraiment l'usine à gaz à la française. Mais dans cette usine à gaz également, il y a ce que je considère aussi comme le complexe de supériorité, mais mal placé. On peut avoir le complexe de supériorité, mais quand c'est mal placé, ou même d'infériorité, mais quand c'est très mal placé, ça devient dérangeant et ça devient un handicap. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la France souffre d'un complexe d'élitisme, en fait. On forme des cracks à Polytechnique ou à Normal Sup, et on pense que c'est suffisant pour dominer l'IA mondiale. Je passais pas le système de classe préparatoire scientifique, etc. Maths sup, MPSI, Maths P, PSI, etc. MP et tout le reste. J'en ai vu j'ai eu des amis, aujourd'hui des collègues qui sont passés aussi par là. En fait, c'est vraiment bien sûr que ça fait mousser, bien évidemment, et bien sûr, ça ouvre les portes de pouvoir entrer dans des grandes entreprises, travailler dans des Big Four, tout ce que vous voulez, et travailler dans des projets innovants. Mais n'oubliez pas que également, il y a tout un réservoir de personnes qui pourraient également, à l'université, travailler aussi dans ces grands projets, au même titre que ces mêmes personnes comme vous et moi et d'autres personnes qui sont passées par ces parcours, en fait, entre guillemets, brillants. Toujours est-il qu'en France, en fait, ce complexe d'élitisme, en fait, devient dérangeant, devient handicap, parce qu'on fabrique, en fait, des thésards qui vont faire de la recherche fondamentale sans déboucher. Au CNRS, par exemple. Pendant ce temps, les Américains et les Chinois construisent des écosystèmes entiers. En France, tout particulièrement, l'État veut tout contrôler, mais l'innovation, c'est le chaos. Vous ne pouvez pas. Qui dit innover veut dire venir entrer dans le chaos pour structurer quelque chose et éventuellement accepter de perdre, parce que ça ne veut pas dire que, enfin, vous n'êtes pas garanti de sortir à la fin avec un produit innovant. Mais toujours est-il que c'est ça le but en fait, c'est que le but, pas l'innovation. Je me mets dans le risque, j'accepte d'embrasser ce risque-là, mais avec une forte valeur ajoutée derrière qui pourrait en ressortir. Sauf qu'en France, non, on profite déjà des environnements maîtrisés,
où il n'y a pas de surprise. C'est ça donc qui fait que j'estime qu'il y a ce complexe en fait de supériorité. Et l'innovation, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le chaos, c'est le désordre. Qui dit innovation veut dire prise de risque, aller dans des terrains encore inexplorés. Et l'État déteste, en France, on déteste tout particulièrement l'échec déjà. Vous voyez, dès la maternelle, dès le collège, le lycée, etc. On considère l'échec comme étant l'enfer, entre guillemets. Et résultat, vous avez quoi? Donc, vous tuez dans l'œuf, en fait, des esprits brillants. Les personnes qui auraient pu apporter de la valeur ajoutée, vous tuez dans l'œuf des personnes, évidemment, donc qui auraient été capables de vous fournir des systèmes très, très pointus. On entre, en fait, dans des projets, par exemple, kafkaïens et des délais énormes et tout le reste. Bon, bref. Il y a cet esprit, cet aspect de complexe de supériorité, mais très mal placé, comme je le disais. Mais il y a également aussi l'échec de la souveraineté technologique. Ici, quand on parle d'IA souveraine, avec quels moyens, avec quel serveur, avec quel cloud, sur quelle base de données, en fait. Même nos meilleurs modèles de langage s'entraînent sur des serveurs américains. Vous prenez Mistral, je vous défie, allez regarder réellement sur quel serveur, sur quel cloud, etc. Mistral va faire tourner ses GPU, va faire tourner ses serveurs, ses machines et tout le reste. Je rappelle que l'IA, c'est tout simplement, c'est du machine learning effectué à une forte intensité. Et bien évidemment que derrière, le modèle de langage tourne sur de la probabilité et des échantillons de données assez vastes. On parle là de milliards et des milliards de données, des trillions, etc. Mais tout cela a un coût. Il faut faire tourner cela dans des environnements assez denses et assez énormes. Donc aujourd'hui, vous prenez les trois, AWS, Amazon Web Services, Google et Microsoft. Ce sont bien des géants américains. Et la France, moi, je ne vois pas vraiment de GPU en quantité. C'est comme vouloir construire une centrale nucléaire avec des panneaux solaires Ikea. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, il y a du talent, bien évidemment. Mistral, Hugging Face, français à la base quand on regarde bien les choses. Mais dès qu'ils veulent scaler, dès qu'ils veulent aller plus big en fait, ils vont chercher le capital où? Ailleurs, à Londres, à New York. Parce qu'ici, en fait, lever 10 millions, c'est un exploit. Je vous parle de 10 millions, alors qu'aux États-Unis, vous avez tous les jours des startups qui failent, en fait, qui échouent, mais qui arrivent quand même à lever des milliards de dollars. Là-bas, chez eux, c'est une après-midi. 10 millions aux États-Unis, c'est que dalle, en fait. Ça ne représente rien. Cet aspect de l'échec de la souveraineté technologique que je viens de préciser, je vais conclure ici avec ma conclusion d'emblée, qui est que la France a raté le virage du numérique. Je pense que c'est tout ce résidu en fait que l'on traîne jusqu'ici, le Minitel déjà, Internet après, la blockchain, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est toutes ces stratégies-là qui fait qu'aujourd'hui la France est en train de rater le train de l'IA. Trop lente, trop rigide, trop bureaucratique. Il y a le millefeuille administratif. Ce n'est pas un manque de talent. Très loin de là. C'est un manque, en fait, de vision, incompétence des politiques, incompétence des personnes qui nous gouvernent, et un excès de mépris pour le privé, pour la prise de risque, pour la vitesse. Bah oui, qu'est-ce que vous avez? Alors oui, là, c'est stratégique tout à fait. Mais pendant que les autres construisent des fusées, la France débat pour savoir qui tiendra, la boîte d'allumettes. Ça, c'est quand même assez, ça me fatigue, en fait, de parler de ce genre de sujet. Je pense que j'en ai déjà fait étalage maintes fois. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai quand même assez dit de ce qui me venait en tête, parce que j'avais noté quelques points. Ah oui, quoique, il y a peut-être aussi, en dernier point, la faillite de l'éducation nationale. Alors, bon, ça, je pense que ça va de soi, ça coule comme l'eau de roche. Comment tu veux que la France ait une stratégie IA quand son système éducatif est en train de s'effondrer?
On a des profs aujourd'hui qui sont au bord du burn-out, des élèves qui ne savent plus coder un simple Hello World, des filières scientifiques désertées. Je le disais, moi, quand je suis passé en classe préparatoire scientifique, ça date déjà depuis 15 ans, voilà. Aujourd'hui, enfin, même déjà à l'époque à peu près, de moins en moins les élèves voulaient aller en classe préparatoire scientifique. La plupart voulaient aller en école de commerce, aller faire des alternances. Et je pense que vous constatez qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus ce qui est privilégié. On peut le comprendre d'un côté, mais de l'autre côté également, ça empiète sur la compétition, sur la compétitivité de la France. Parce que des formations IA qui n'existent que dans des PowerPoint à l'Élysée, vous n'avez pas effectivement des élèves qui seront capables de comprendre réellement les enjeux, d'avoir du recul, du bagage scientifique pour pouvoir exécuter des programmes informatiques, faire tourner des algorithmes performants, des algorithmes de recherche, des arbres de décision, faire de la théorie de graphes, entrer dans des concepts mathématiques assez profonds. On parle de l'IA, mais à la base, c'est des mathématiques appliquées. C'est de la mathématisation appliquée, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, parler de la souveraineté, c'est bien, mais encore faudrait-il que l'État français, donne des moyens à sa population, aux bonnes personnes, parce qu'il y a aussi une forme d'entrisme en général dans ce pays, en fait, où les bonnes personnes ne sont pas au bon endroit. Cela aussi freine la recherche et ça freine également les évolutions dans le secteur tel que les technologies et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mettez en commentaire vos ressentis et vos avis par rapport à ce que j'ai dit. Et de toute façon, je pense qu'on en reparlera de ce sujet, mais avec un autre angle et d'autres données beaucoup plus pertinentes. Mais pour l'heure, je pense que il était essentiel de vous dire ceci dans ces points que j'ai cités. Et peut-être que certains auront d'autres points à mettre en avant, à mettre en exergue pour qu'on puisse avoir une réflexion beaucoup plus enrichissante et profonde. Merci de m'avoir suivi. Restez concentrés et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.